22 août 1981. Plus de 600 personnes se regroupent au Mont-Saint-Hilaire, à environ 35 km au sud-est de Montréal, dans l'espoir d'être témoins de manifestations extraterrestres. Cette montagne, située en Montérégie, pourrait-elle réellement être un point de rencontre pour des êtres venus d'une autre planète? D'où provient cette fascination pour le Mont-Saint-Hilaire et que s'y passe-t-il? Illusion d'optique, phénomène naturel encore inconnu, complot secret ou simple canular? Explorons ensemble ce mélange de réalité et d'illusion qui constitue l'énigme du Mont-Saint-Hilaire. Quand on arrive par Belleuil au Mont-Saint-Hilaire, c'est quelque chose qui a un aspect dramatique. Les falaises, finalement, sont dramatiques et pendant très, très longtemps, d'ailleurs, les voyageurs pensaient que c'était la plus haute montagne du Québec. Mais les citoyens, avant tout, lorsqu'ils viennent déménager à Mont-Saint-Hilaire, la première chose qu'ils recherchent, c'est la qualité de vie. Et la montagne en fait partie. La rivière en fait partie. Alors, c'est une ville de nature, avant tout, et la montagne contribue énormément à faire venir des gens de l'extérieur pour venir y habiter. Le Mont-Saint-Hilaire est un endroit unique. On retrouve certaines espèces de plantes, par exemple, qu'on retrouve nulle part ailleurs au Québec. Il y a des centaines d'espèces d'animaux et il y a une soixantaine d'espèces menacées. Donc, on retrouve des centaines de minéraux, dont 40 sont à peu près uniques au monde. Et là, ben, le dénominateur commun des montérégiennes, ce sont des roches ignées, mais qu'on dit alcalines, enrichies en éléments alcalins. Et pour avoir un magma qui a une composition comme ça, il doit provenir de très profond sous l'écorce terrestre. Il doit provenir même du manteau terrestre d'une bonne profondeur. Et là, ben, ce genre d'événement-là est assez rare à l'ensemble de la planète, là. Le mont Saint-Hilaire ainsi que les autres collines montérégiennes, des massifs de roches ignées qui se sont mis en place environ 2 km de profondeur sous la surface de l'époque, il y a 124 millions d'années. Et par la suite, l'érosion, qui tranquillement dénude les continents, là, ben, les a déterrés. Donc, ce sont des reliefs d'érosion, des roches plus dures qui se sont érodées moins vite que les roches de la plaine autour. Et à la longue, ben, c'est devenu une expression topographique dans la plaine, parce que c'était des roches plus résistantes à l'érosion que celles qui forment l'encaissant autour, là. Qu'on parle de légendes, qu'on parle de cristaux, parce que le Mont-Saint-Hilaire, c'est un endroit très spécial en ce qui concerne la cristallographie. On trouve énormément de minéraux différents. C'est la montagne parmi les montérégiennes où on en trouve le plus. Mais je pense que ce qui fait la particularité du Mont-Saint-Hilaire, du point de vue des légendes, c'est sa grande caverne mystérieuse, la difficulté de l'atteinte, évidemment, le lac dans le milieu. Lac de cratère, beaucoup l'ont pensé, et puis, alors que c'est juste un petit étang de 10 mètres de profondeur, avec quelques poissons, mais encore là, les poissons en question, il y a des gens qui pensaient que les poissons, il y avait un corridor secret souterrain qui se rendait jusqu'au lac Champlain, et puis les gros poissons du lac Hertel provenaient du lac Champlain, passaient par le corridor souterrain et aboutissaient au lac Hertel. Donc, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de façons de mettre en évidence la particularité du Mont-Saint-Hilaire. On retrouve aussi une faune et une flore qui est spécifique ou typique de la région et qu'on retrouve très peu ailleurs. Le vent est différent, les nuages sont différents, les roches éclatent, font des détonations à un moment donné, les orages. En fait, c'est un microclimat, je dirais, très, très différent d'ailleurs, ce qui fait que les gens ont toujours été un petit peu craintifs vis-à-vis le Mont-Saint-Hilaire. L'écosystème de la montagne explique certainement une partie de son attrait. Mais à partir des années 60, des éléments de mystère au sujet du Mont-Saint-Hilaire sont venus graduellement s'accumuler et ont envoûté la population.
Ben, le Mont-Saint-Hilaire, c'est certain qu'il fait partie à la fois de la culture amérindienne, on l'appelait le Wigwamadensis, donc l'espèce de maison, et de plus en plus, par la suite, ben, ça a été un territoire seigneurial, puis tranquillement, ça a été vendu. Il fait partie de la culture locale, on le retrouve dans millions contes, millions légendes, même les artistes de la région l'ont peint et dépeint de plusieurs façons à toutes les saisons. Les gens ont commencé à penser qu'il y avait un côté magique dans ça, qu'il y avait une puissance d'énergie qui était au Mont-Saint-Hilaire. Alors, des personnes ont commencé à mettre en vente des cristaux dans des petites boîtes qui permettaient de connaître le passé puis de prédire l'avenir. C'est comme ça que dans les années 60, 70, comme ça, des gens connaissent ces espèces de cristaux magiques qui provenaient du Mont-Saint-Hilaire. Beaucoup de ces personnes-là commençaient à divaguer et inventaient toutes sortes de choses. Il y a eu beaucoup, pendant un certain temps, de ces raconteurs, si on veut, surtout au niveau de certains groupes. Ça s'est répandu un petit peu par après, mais c'est disparu maintenant. Mais pendant un certain temps, c'était très, très intéressant de voir là tout ce que les gens s'imaginaient. À l'époque des légendes, c'est au Mont-Saint-Hilaire qu'on en trouve le plus au Québec. C'est ce qui fait que le Mont-Saint-Hilaire, c'est un endroit fascinant. Je pense que le Mont-Saint-Hilaire se fait parler d'elle par ses légendes. Hein. Il y a quand même des belles légendes. J'ai retracé plusieurs histoires de fées. Il y a un conte, par exemple, qui rappelle comment la pomiculture est arrivée à Mont-Saint-Hilaire par l'intermédiaire d'une bonne fée. Alors, un des contes les plus connus au sujet du diable, c'est le trou du diable. Alors, c'est un trou près du lac Hertel, au milieu de la montagne, qui est en contact direct avec l'enfer. Alors, les gens qui se sont mal comportés, ont fait des crimes, sont précipités dans le fond de la cavité et vont rejoindre Satan dans le fond de l'enfer. Puis ça fait partie de tout ce qui peut parler alentour de la montagne. Puis je suis sûr qu'on va trouver sûrement d'autres légendes avec le temps. L'inexpliqué a pris de plus en plus de place sur la montagne. Certaines personnes ont commencé à affirmer avoir vu des ovnis, des objets volants non identifiés, ou des pans, des phénomènes aériens non identifiés. Il y a eu beaucoup d'événements mystérieux ou, disons, étonnants, bizarres, qui se sont produits à l'époque des fameux cristaux magiques. Ça, on est dans les années 60. À cette époque-là, l'Université McGill avait acquis le Mont-Saint-Hilaire, mais n'était pas encore préparée à l'invasion de beaucoup de gens qui venaient faire des feux de camp la nuit. Le phénomène des ovnis, fin des années 60, début des années 70, les gens en voyaient non seulement la nuit, mais même le jour. Ça se passe en 2014. Moi et mon épouse, on s'en revient de la ville de Chambly. On emprunte la petite route à Saint-Hilaire qui s'appelle le rang des Trembles. Soudainement, nous, on aperçoit une lumière au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. Là, on est loin. On est vraiment dans la courbe du petit rang des 30. Et on se demande c'est quoi. Et là, moi, je vérifie l'heure. Il est 21h05. Et soudainement, la lumière, en même temps, descend la montagne, se dirige dans la vallée, dans notre direction. Quand même 7 km de distance entre l'objet et nous. Et à un moment donné, on a dit, wow, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça descend, ça fait du rose-motte, ça frôle les champs. C'est même pas par-dessus la hauteur des arbres. Et ça éclaire le sol en même temps. C'est comme si c'était à la recherche de quelque chose. Mais on peut pas dire quoi. Fait que là, Lucie qui conduit le véhicule, elle immobilise le camion sur le bord de la route. Et là, moi, je descends ma fenêtre. Et là, l'objet, lui, il est arrivé déjà à notre hauteur. Et là, il est à ma droite, à environ 400 pieds de distance. Et cet objet-là éclaire toujours le sol, vraiment comme s'il cherchait quelque chose de particulier. Mais soudainement, l'objet, il bifurque, puis il prend notre direction. Il s'en vient vers nous. Puis à peine à 100 pieds d'altitude. On voit toujours quand même une immense lumière. Mais l'objet qui s'en vient au-dessus du véhicule, moi, j'ai la tête à l'extérieur et je regarde vraiment comme il faut. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas juste une lumière.
il y a une série de lumières circulaires et ces lumières-là sont attachées à un immense objet. Il est vraiment foncé. Puis il y a la forme d'une poire, d'une goutte d'eau. Et là, je suis vraiment surpris. Mais il n'y a pas de bruit, tu sais, à part l'éclairage, l'étrange éclairage. C'est vraiment une technologie qu'on ne connaît pas, là. Puis là, je dis à Lucie, mon épouse, je dis, écoute, descends ta fenêtre, il va passer au-dessus du camion. Mais l'objet rendu au-dessus, vraiment, avant d'arriver dans son champ de vision à Lucie, il disparaît soudainement. Il est devenu furtif, je ne sais pas. Il est devenu invisible à l'œil. On l'a plus jamais revu. Mais on ne parle pas d'une lumière, on parle d'un objet volant. Et mais c'est vraiment quand même incroyable. Mais on a eu à faire quand même une observation d'une espèce d'ovni, un objet volant non identifié. C'est malheureux, on n'a pas été capable de monter à bord pour savoir si c'était qui conduisait. Mais on peut dire officiellement que c'était une technologie qui n'est pas connue, que moi je n'ai jamais vu. Pourtant, j'ai travaillé pour des militaires, etc. Et j'ai vu des drones de près. Mais ça, c'est pas un drone, c'est rien de ça. Ça appartient pas à la Terre, j'en suis persuadé. Vous rencontrez l'échevin de Mont-Saint-Hilaire qui m'a appelé un soir en me disant « Monsieur Glenn, il y a quelque chose au-dessus de la montagne qui tourne et qui dégage différentes lumières. » J'arrive dans son driveway avec un radar light, je communique et l'OVNI nous répond. Tout d'un coup, il en est arrivé d'autres et à un moment donné, il était rendu à 4-5 OVNI au-dessus du Mont-Saint-Hilaire et Monsieur Prudhomme, échevin de Mont-Saint-Hilaire, qui a toute sa tête sur ses épaules, et sa femme, et 2 autres témoins qui sont des voisins, sont tous venus et on a communiqué, on a vu le bal d'OVNI. Il n'y avait aucun bruit d'hélicoptère ou d'avion. En rentrant chez nous, j'arrive, je m'en vais dans le frigidaire, je vais me chercher un jus. Ma femme est en train de faire à souper, mes enfants ils jouent dans le salon. Je m'assois à la table pour relaxer un petit peu. Puis tout à coup, quand j'arrive pour regarder dans la porte patio, il y a une lumière que je vois comme dans le ciel qui était très, très, très brillant, tellement brillant que c'était comme un blanc bleuté. Fait que je me lève tout de suite, je regarde comme il faut dans la porte patio sans rien dire à personne. Puis j'ai vu cette lumière-là descendre très rapidement. Puis au-dessus des arbres, elle a arrêté. J'ai parti en courant pour aller chercher dans le sous-sol ma caméra. Puis quand je suis remonté en haut, j'ai commencé à filmer la scène. Puis là, il était rendu déjà au niveau des arbres, on voit très bien une lumière forte. Mais elle était beaucoup moins forte que quand je l'ai vue avant de le filmer. Mais on la voit quand même bien, puis elle était comme, je dirais qu'elle survolait une certaine hauteur, là, à moitié des arbres à peu près, là. Puis elle bougeait pas, elle restait là, puis à un moment donné, elle se tassait à gauche, à droite un petit peu, on la voit valser comme ça. Puis à un moment donné, pouf, plus rien. Donc, le lendemain, c'est ça, je retourne sur mon terrain, je commence à faire des travaux dehors, à l'extérieur. On commence à voir 3-4 hélicoptères qui commencent à voler la zone. Ça se passait l'autre bord du Richelieu. Donc, les hélicoptères volaient cette zone-là. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient, je sais pas. Ça pouvait pas vraiment être des exercices militaires parce qu'il n'y avait aucun hélicoptère militaire. C'était des hélicoptères noirs. Puis, Je reçois un chauffeur de taxi qui se rend à Mont-Saint-Hilaire avec un passager. Et ça passait de Rougemont. Et dans la vallée entre Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville et Mont-Saint-Hilaire, il y a une vallée entre les deux montagnes. Et tout d'un coup, l'OVNI est passé bas au-dessus du taxi. Le taxi a étouffé, plus capable de communiquer avec la centrale. Puis quelques instants plus tard, à peu près 2 minutes après, ça a recommencé à marcher. J'ai des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu des expériences sur le Mont-Saint-Hilaire. Pour beaucoup de chercheurs, les témoignages sont insuffisants pour tirer des conclusions au sujet de ces phénomènes. Les cas vécus de manifestations extraterrestres pourraient correspondre davantage à un mythe ou une croyance religieuse plutôt qu'à une rencontre réelle. Un mythe, à la base, c'est toujours vrai. Parce qu'un mythe, c'est un récit collectif et qui correspond à la réalité de tous ceux qui le partagent. Un mythe ne peut pas survivre si la population n'adhère pas au mythe. Donc, il faut que la population, de façon générale, se transmette cette histoire-là, qu'elle vive avec cette histoire-là, donc elle y croit. Parce que si on arrête de transmettre cette histoire-là, ben, elle va juste s'éteindre, disparaître, et donc ça veut dire qu'elle n'est plus bonne, finalement, on l'élimine. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours vrai. Parce que les éléments qui ne fonctionnent plus, ils se font éliminer naturellement, puis ils se font remplacer par quelque chose qui fonctionne mieux. Ça se transforme au fil du temps.
avec en général toujours un noyau assez stable. Les catholiques n'étaient pas encore installés à Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, il n'y avait pas de chapelle. C'est pour ça que le diable faisait pas encore partie des légendes à ce moment-là. C'était des faits. Quand l'Église est arrivée, les chapelles ont été construites, les prêtres se sont demandé quoi faire avec ces superstitions vis-à-vis les fées, et ils ont commencé à favoriser le développement de contes où le diable apparaît. Par exemple, le rapport entre le haut et le bas. Nous, on prend pour acquis dans la société occidentale que ce qui est positif est en haut. Si vous pensez au vocabulaire, quelqu'un s'élève dans la compagnie, on va grimper les sommets. Quand on va vers le bas, ça va pas bien. Hein? On est en chute libre, on descend. Ben, ce vocabulaire-là, qui sous-tend toute la société, en fait, personne ne le remet en question. Mais il n'y a rien qui justifie que le haut soit mieux que le bas. Puis dans certaines sociétés, ça a été l'inverse. Ben ça, que ce soit le diable, la fée ou peu importe, les nains, les gnomes, la relation entre les personnages dans le récit, elle reste la même, en fait. Donc, sous terre, on peut disparaître. Il y a des légendes où c'est pas forcément les gens qui ont commis des péchés. Dans certains cas, je parle en général dans le monde, là, ça peut être simplement si on est malchanceux, si on sort un soir de pleine lune. Ce rapport-là à quelque chose d'autre, finalement, ben c'est quand même assez universel. Et le rapport qu'on peut établir, bien sûr, c'est encore vers le centre de la Terre que les choses se passent. Alors, donc, dans le temps des fées, c'était vers le centre de la caverne et le centre de la Terre. Dans le temps des religieux, des catholiques, vers l'enfer. Et maintenant, avec les intraterrestres de Richard Glenn, c'est encore vers le centre de la Terre que les humanoïdes, les intraterrestres sont précipités. Donc, c'est le rapport, finalement, entre le centre de la Terre et l'extérieur, finalement, qu'on peut établir, puis c'est un rapport évident. Qu'elles soient réelles ou non, les manifestations d'OVNI sont certainement difficiles à capter. Pour démêler le vrai du faux, certains chercheurs font une analyse rigoureuse des informations disponibles. Qu'est-ce qu'on sait? En ufologie, le problème majeur, c'est que tout ce qu'on a, c'est des témoignages. Je dirais que maintenant, il y en a énormément plus à cause des facilités de communication. On a un site Internet, les gens rapportent le cas sur le site, puis on le vérifie. Et puis les témoignages, on peut les critiquer. Une personne peut observer quelque chose, même si elle est sincère, sous l'effet de la peur ou de l'émotion, elle va déformer la réalité. Fait à cause de ça, il faut vraiment monter un projet avec des caméras, des instruments, pour voir vraiment de quoi ça a l'air. Parce que là, il y a toujours le filtre du témoin, que qu'est-ce qu'il décrit, ça va être pas nécessairement la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de rapports que c'est des méprises avec la Lune, les planètes brillantes. Mais souvent, la personne interprète qu'est-ce qu'elle voit. Elle peut dire, par exemple, j'ai vu un vaisseau, alors que c'est simplement une forme lumineuse floue. Il y a vraiment des gens qui m'ont dit, on a observé des ovnis. Et s'il y avait possibilité de faire une enquête, ça se limitait pas mal à la tour de contrôle de Saint-Hubert pour leur demander si eux autres avaient vu quelque chose. Puis la réponse était toujours non. Puis on disait, je dois être la planète Saturne qui est à cette hauteur-là, à cette heure-là. Ça commence par des rapports. Les gens observent quelque chose, ils savent pas qu'est-ce que c'est, fait qu'ils rapportent. Fait que c'est pas nécessairement un phénomène inexpliqué. C'est un rapport brut. Fait qu'il y en a énormément plus, mais c'est des données brutes. 99% de ces rapports-là sont explicables. Comme l'an dernier, on a eu au-dessus de 400 rapports, puis il y en a seulement 10 intéressants. Il faudrait aller plus qu'un témoignage. Il faudrait vraiment, avec des caméras, une observation contrôlée, quand on voit une soucoupe arriver, des êtres en débarquer. Tant que ça va rester des témoignages, on peut toujours mettre en doute. Comme il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des créatures se promener, mais des fois on se demande est-ce que c'est simplement un animal ou c'est un canular. C'est jamais sûr à 100%. Là. Si l'équilibre entre mystère et analyse est si bien respecté et que peu de cas sont réellement concluants, qu'est-ce qui a malgré tout créé un engouement marqué pour les extraterrestres au Mont-Saint-Hilaire dans les années 1980? Il s'est formé un organisme, UFO Québec, qui a commencé à noter avec précision les différentes observations qui se faisaient la nuit, par exemple.
Et en tenant compte de l'heure très précise où les observations étaient faites, ils se sont rendus compte que les objets volants non identifiés allaient d'un endroit à l'autre, survolaient un endroit, puis le suivant, et les gens les voyaient. Ils appelaient la police, ils en parlaient à la radio, dans les journaux. Et c'est comme ça, finalement, qu'on s'est aperçu qu'il y avait, UFO Québec, en tout cas, qu'il y avait 7 grandes lignes par où passaient les soucoupes volantes. Et ces 7 lignes-là se croisaient au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. C'est comme ça que le Mont-Saint-Hilaire est devenu le point focal de toutes les soucoupes volantes, de tous les objets volants non identifiés dans les années 70 et 80. La carte qu'on appelle une carte orthothénique. Si quelqu'un est à Drummondville, puis il dit « Moi, je vois l'OVNI qui venait de l'Est et qui s'en allait vers l'Ouest, par là-bas. Montrez-nous exactement. » Oui, s'en allait par là. OK. On prend son témoignage, on le dépose sur une carte. Il est à Drummondville. L'OVNI vient de là-bas à l'Est et s'en va vers l'Ouest et on fait le prolongement. Ils ont fait ça sur des centaines de témoignages. Prolonge la ligne et ça arrive focalement vers le Mont-Saint-Hilaire. Le premier qui a fait ça, c'est en France, Aimé Michel, qu'on considère comme le premier ufologue des temps modernes. C'est la fameuse carte qui a tout déclenché, là, qui avait été publiée dans la revue UFO Québec. Richard Glenn avait récupéré, qui a tout parti, toute la mythologie du Mont-Saint-Hilaire. Ça n'avait pas été conçu pour une grande diffusion. C'est un peu une recherche interne pour nos besoins, là. Le but de l'étude, c'était de déterminer les zones de concentration d'observation d'OVNI au Québec dans le but de monter un projet d'observation. C'est contrôlé avec caméra et instruments. Cette étude-là, ça partait de 1929 à 1977. Et puis pour cette période-là, on pointait les cas annuellement. Puis on vérifiait s'il y avait une récurrence. L'idée de chercher des lignes, c'est que Aimé Michel a fait ce travail-là. Puis on voulait voir si ça se répétait pour le Québec, mais sur des longues périodes. Par contre, les observations ne sont pas réparties également le long de chaque ligne. Il y a des zones de concentration. Mont-Saint-Hilaire, Mont-Rougemont, Belleuil, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, c'est une zone où il y avait une concentration. C'est ça qu'on recherchait, là. Pour monter un projet, faut pas se placer au hasard. Faut utiliser les données pour trouver les lieux où la probabilité d'observation est la plus élevée. Le but, c'est pas de savoir pourquoi il y avait des lignes, c'est de trouver des sites pour aller observer sur le terrain. Fait que la signification du réseau orthothénique, on la cherchait pas. C'était uniquement identifier les zones. C'était statistiquement très significatif. Et puis c'était récurrent avec le temps. Donc le but, c'était de choisir les sites. Très petite région, ça on ne sait pas. On ne l'a pas cherché non plus. Et on avait un but limité. On ne voulait pas aller plus loin que ça. Ce rapport-là, ça n'avait pas été prévu pour être diffusé à grande échelle. C'était plus un rapport interne. Mais Richard Glenn avait récupéré le résumé qui était dans la revue UFO Québec. Il avait monté toute une mythologie autour de ça, là. Fait que c'est lui qui a fait la publicité, là. Fait que d'un projet qui devait à la base scientifique, on en a perdu un peu le contrôle. C'est devenu quelque chose d'ésotérique, là. Mais c'est sûr que toute cette histoire-là a fait en sorte que la planète, ou du moins le Québec, connaît bien maintenant le Mont-Saint-Hilaire. Ça l'amène tout près de 250 000 visiteurs annuellement à la montagne. On a malheureusement des jeunes, des fois, tentent d'aller coucher dans la montagne illégalement. Alors d'ailleurs, on a des patrouilles durant l'été pour sortir les jeunes. Ça se fait depuis toujours. Ça s'est toujours limité à l'entour des histoires de M. Richard Glenn, qui passait à la radio, à la télévision, des journaux et des calunars aussi peut-être que certaines personnes pouvaient faire. Ça se limitait à ça. Par un habile mélange des genres entre l'ufologie, la conspiration, les sciences et les religions, Richard Glenn présente une vision bien personnelle du Mont-Saint-Hilaire. Je me souviens qu'en 1980, lorsque M. Glenn avait lancé l'appel à tous pour dire qu'il y avait une rencontre du 3e type, il y avait eu environ 600 personnes qui étaient venues à la montagne. C'est peut-être le seul événement où il y a eu peut-être beaucoup de gens qui sont venus en rapport avec les
les intraterrestres ou les extraterrestres? L'événement majeur est celui qui s'est produit lorsque j'ai annoncé au mois de juin 1981 qu'il y aurait un passage d'OVNI au-dessus du Mont-Saint-Hilaire à la fin du mois d'août, le 21 au 22 août 1981. Et j'en avais pas parlé entre la fin du mois de juin jusqu'au mois d'août. Jamais j'en ai reparlé. J'en ai jamais fait une publicité monstre pour attirer la population. J'ai fait mon émission de télévision communautaire à l'époque de Vidéotron sur la rive sud de Montréal seulement. Et j'annonçais que j'avais appris qu'il y aurait un passage d'OVNI qui passerait par le Mont-Saint-Hilaire. À ma très grande surprise, il s'est déplacé au-delà de 500-600 personnes qui sont venues envahir le Mont-Saint-Hilaire en pleine nuit, alors que c'était une zone interdite la nuit. Et j'avais pas dit aux gens de se déplacer pour aller voir les OVNIs. J'avais simplement dit, si vous voyez le Mont-Saint-Hilaire de chez vous, ben regardez, vous allez peut-être passer des choses qui seront évidentes et visibles. Il était pour y avoir un coup de tonnerre. Et il y a eu le coup de tonnerre à 3h21. La montagne a été ébranlée d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui ont été témoins. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. J'ai reçu sur mon émission plein de témoignages de gens. Il pleuvait à boire debout. Et tout d'un coup, la pluie s'est arrêtée sec. Ce phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises, dont des personnes très importantes et en position clé dans notre société, que j'ai conduit à des observations. J'ai arrêté d'en parler au grand public, comme j'avais fait en 1981, de manière très innocente. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup d'autres témoins qui se sont accumulés dans la liste de ceux qui ont assisté à des passages d'OVNI. Et là, ça me permet de dire que le phénomène OVNI, le plus important de toute l'histoire de l'ufologie, s'est produit il y a exactement 100 ans. Et exactement 100 ans, le 13 mai, à Fatima, au Portugal. Le 13 de chaque mois, elle apparaissait aux enfants. Et le 13 octobre, il s'est déplacé 70 000 personnes. Et ce qu'ils ont vu, ils ont dit le soleil est passé sous les nuages et qui tournait sur lui-même. Et qui a commencé à baisser rapidement vers la foule au sol, qui ont paniqué, et puis là, il y a eu des guérisons. Moi, je pensais pas qu'il y aurait eu 600 personnes qui viendraient au Mont-Saint-Hilaire la nuit que je l'avais annoncé. Mais il y a un parallèle à faire entre les deux événements. C'est d'avoir la certitude. Quand tu as la foi, c'est que moi, si je te dis qu'il y a un lac au-dessus de la montagne, tu vas me croire si tu n'y as jamais été. Si tu y as été une fois, tu as vu le lac. Si je te dis, tu crois-tu qu'il y a un lac en haut de la montagne? Tu vas me répondre, ben non, je ne crois pas qu'il y en a un, je le sais qu'il y en a un. Ben, l'être humain, en général, il y a un ressenti aussi. Et ce ressenti veut que, oui, il y a d'autres choses. C'est où, c'est quoi? Et dès qu'il y a des gens qui disent, j'ai vécu quelque chose, il faut les écouter, pas les ridiculiser. Malgré tous les témoignages et les histoires insolites, de plus en plus de phénomènes mystérieux trouvent une explication. Bon, au début, c'était la grande vague, on pensait que c'était des extraterrestres. Là. Évidemment, c'est ça qui était... Mais en analysant ces rapports-là, parce que je devais aller chercher pour les positionner sur la carte, il fallait que je lise la description, je me suis rendu compte que beaucoup faisaient penser à plutôt des phénomènes naturels rares. Là. Une nappe lumineuse au sol avec deux boules qui se promènent au-dessus quelques pieds. Là. Une luminescence verte, une boule de lumière qui sort de terre, qui monte dans le ciel, qui disparaît, qu'on a révisé, qu'on a exclu. Ça pourrait être la Lune ou même des vols d'oiseaux. Puis on sait que les oiseaux, quand ils volent au-dessus d'une ville, le plumage reflète l'éclairage des rues. Là. Ça peut donner, on voit une formation en V, puis ça peut paraître lumineux. Là. Il y a quelques cas qui sont comme ça. Il y a des phénomènes rares qui sont controversés. Il y a par exemple les lumières sismiques, que quand il y a des tremblements de terre, ça peut se produire immédiatement avant, pendant ou après le tremblement de terre. C'est comme une illumination du ciel, ou des boules de lumière, ou encore comme un genre d'aurore boréale. Un phénomène qui est encore mal connu. Ça se produit dans les jours, dans les heures ou au moment d'un tremblement de terre. Mettons, dans une étude récente qui était faite par Ressources naturelles du Canada, là, on a relevé tous les cas qui se sont produits à travers le monde depuis les années 1600. Et 97% des cas, c'est associé avec des zones de failles verticales. Ça peut être des structures de riff, des structures de graben, anciens ou actuels,
et également des zones de failles transformantes. Le dénominateur commun à travers tout ça, ce sont des cassures de l'écorce terrestre qui sont verticales. Pour le phénomène lumineux comme tel, comme ça n'a jamais causé de combustion, eh bien, ça semble bien évident là, que c'est un phénomène électrique. Bon, ça, c'est l'une des rares photos qu'on est probablement sûr qu'elle est authentique, qui montre les lumières tectoniques. Là. La dame, ce qu'elle a vu sortir comme une colonne de lumière, ça a pris presque 1 minute du sol, puis elle est disparue sur place. Là. Puis le vert fluo comme ça. Puis au Mont-Saint-Hilaire, ils ont vu des choses semblables aussi. Quand c'est plus gros, ça peut avoir la forme un peu d'un ovoïde, une soucoupe. Là. Quand c'est plus petit, c'est plus une sphère ou une forme lumineuse. Il y a des minéraux qui ont des propriétés piézoélectriques. On pense, par exemple, au quartz, là, hein, qui ça sert... on cogne un quartz et il se fait une différence de potentiel, petite étincelle, et on peut faire allumer un briquet. Bon, eh bien, ces minéraux-là sont présents dans l'écorce terrestre. Et là, ben, quand il y a un tremblement de terre, il y a des contraintes. Hein, il y a des compartiments rocheux qui cherchent à bouger jusqu'à temps que ça casse et hop, c'est ça que le tremblement de terre. Eh bien, les minéraux qui se font tordre, si ces minéraux-là ont des propriétés piézoélectriques, ça va générer des courants. Et là, ben, il reste à comprendre comment ça se rend à la surface du sol. Ben, les failles verticales peuvent être le conducteur hein, qui ramène ça à la surface. Et là, ben, on n'en sait pas plus. Là, il faudrait que ça puisse être modélisé en laboratoire. Là, donc, c'est un phénomène électrique naturel qui génère des effets lumineux qui peuvent ressembler aux les boules dans les magasins de sciences. Et on voit comme un arc électrique, on approche sa main, ça se déforme. Si on parle du Mont-Saint-Hilaire, il n'y a pas d'éminence de tremblement de terre au Mont-Saint-Hilaire. C'est pas une zone sismique reconnue comme telle. Là. Il n'y a pas de faille verticale particulière à cet endroit-là. Là. Il y a des anciennes failles de rift, mais pas, c'est pas plus au Mont-Saint-Hilaire qu'au Mont-Rougemont ou n'importe quelle autre des autres collines montérégiennes. Dans le cas des aurores boréales, c'est une interaction avec les rayons cosmiques, là, puis la magnétosphère terrestre. Là. Disons que dans les deux cas, il y a des atomes excités qui dégagent des photons, mais le mécanisme est fort différent. Là. Les lumières sismiques, là, c'est associé à des courants telluriques. Et les aurores boréales, ben, ça se passe dans les hautes couches de l'atmosphère. Là, ça n'a pas rapport avec directement les courants telluriques. S'il y a une part de vrai dans les phénomènes inexpliqués du Mont-Saint-Hilaire, on peut se demander pourquoi ils ont lieu ici, chez nous, plutôt qu'ailleurs dans le monde. Donc, pourquoi est-ce que l'humain se cherche quelque chose de plus grand que lui? Le cas des extraterrestres puis du Mont-Saint-Hilaire, pour revenir à ça, il y a probablement le principe de la proximité. C'est-à-dire que les gens ont besoin, c'est bien beau les grands discours, là, il y a telle chose à Rome, il y a le bouddhisme à l'autre bout du monde, mais près de chez moi, autour de moi, qu'est-ce qui m'entoure et qui peut réveiller ces sentiments-là d'être devant quelque chose de sacré? Donc, quelque chose qui est à la fois attirant, mais épeurant aussi. Ben, en fait, probablement que le Mont-Saint-Hilaire et les légendes qui l'entourent vont offrir ça aux gens qui s'y intéressent ou qui sont à côté, finalement. Et donc, cette proximité-là va venir répondre à leurs interrogations, à une quête de sens. Parce que autour d'eux, probablement que ces gens-là ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'il y a une puissance plus grande que nous qui nous surveille? Est-ce que l'humain a réussi à accomplir toutes ces prouesses techniques sans l'aide d'une force extérieure? Donc, toutes ces questions-là, auparavant, pouvaient être répondues par la présence de Dieu. Maintenant, le Québec a vécu la Révolution tranquille, une fuite, ou en tout cas un rejet de certains discours de l'Église. Probablement que les gens trouvent là, vont aller remplir les trous, si on veut, là, avec des récits de proximité, mais qui donnent les mêmes réponses, finalement. Au niveau culturel, il fait partie de 1001 légendes, de 1001 contes. Il fait partie de la culture populaire. Puis, tout le monde a développé un sentiment d'appartenance. Les gens qui habitent dans la région, c'est leur montagne. Je ne sais pas si c'est facile, mais c'est la réponse à l'inconnu. Comme à peu près toutes les propositions symboliques, ce sont toutes des choses qu'on ne peut pas vérifier. Puis en fait, je pense que à partir du moment où on
peut les vérifier ou si on propose les vérifier, on n'est probablement plus dans le religieux ou dans le sacré. Parce quand on parle de religion, on parle de la foi. Hein? C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que les gens adhèrent, mais sans remettre en question. Alors, on peut se poser des questions, on peut tester, mais en fait, je pense que surtout, bon, par exemple, dans le cas des extraterrestres, je pense que les gens sont assez convaincus, d'une part de l'expérience qu'ils ont vécue, et d'autre part de la source de ce qui a provoqué l'expérience. Bon, les gens vont pas nécessairement penser qu'ils les ont croisés au coin de la rue, quoique. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a autre chose. Alors voilà, c'est peut-être plus scientifique de croire que ce sont des extraterrestres plutôt que de croire que ce sont des dieux dans les nuages. C'est sûr et certain qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Il y a tellement de planètes qui sont susceptibles d'habiter la vie là, que ce serait le contraire qui serait très troublant. Maintenant, des extraterrestres qui se seraient développés intelligemment ne pourraient être qu'essaimés avec de très grandes distances entre eux. Même s'il y en a beaucoup à l'échelle de l'univers, la distance entre nous et ces éventuels autres extraterrestres est absolument tellement longue que jamais on ne les rencontrera. Si on prend encore un petit peu de recul, puis au lieu de penser au mot précis fée, diable, extraterrestre, intraterrestre dans ce cas-là, si on se dit juste il y a les humains et il y a une altérité, donc une force, une puissance, une personne, quelque chose de plus fort que nous, hein, sur lequel on n'a aucun contrôle, qui peut intervenir dans notre vie quotidienne et poser des gestes qui vont chambouler la vie. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus qu'elle est spéciale sur le plan minéralogique. Elle est spéciale sur le plan des cristaux magiques. Elle est spéciale sur le plan des ovnis. Elle est spéciale sur le plan des intraterrestres. Elle est spéciale... Ben, il y a une foule de domaines qui mettent en évidence la spécificité, la grande attention qu'il faut apporter au monde scintillaire. Il y a aussi cette idée-là que le temps progresse de façon positive, qu'il y a une évolution. Hein, comme si ce qui était avant, c'est moins bien, et on se dirige vers du mieux. L'humain s'améliore. La crise environnementale est en train de modifier ça, et justement, on voit que ça crée des insécurités énormes dans les populations, parce que pour la première fois depuis longtemps, l'avenir est moins positif que le passé. Donc, il y aura comme un retour vers le passé un peu idéalisé, en fait. Mais donc, croire aux extraterrestres, c'est peut-être aussi croire que on pourrait technologiquement atteindre leur niveau. Donc, c'est possible pour une société donnée, n'importe laquelle, là, une civilisation, une planète, d'évoluer jusqu'à ce point-là sans s'autodétruire, sans être anéanti, et de pouvoir se promener dans l'espace, puis peut-être même quitter la Terre une fois qu'elle sera plus bonne. En tant qu'être humain, nous recherchons toujours des explications qui permettent de calmer nos esprits face à des phénomènes que nous ne comprenons pas. Mais quelle est la bonne explication? De plus en plus de scientifiques croient en l'existence de vie intelligente sur d'autres planètes. D'ailleurs, le télescope spatial Kepler, lancé en 2009 par la NASA, a pour mission de détecter des planètes semblables à la Terre à l'extérieur du système solaire. Avec plus de 200 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée autour desquelles des planètes sont en orbite, il pourrait bien y avoir au moins 1 millier de planètes habitées par des formes de vie intelligentes seulement dans notre galaxie. Mais les distances inimaginables qui nous séparent de ces planètes rendent peu probable que les extraterrestres aient réussi à voyager jusqu'à nous. Est-ce que les ovnis ont déjà visité le mystérieux Mont Saint-Hilaire? À vous d'en juger. L'important n'est peut-être pas de déterminer s'il y a vraiment eu présence extraterrestre sur le Mont Saint-Hilaire, mais plutôt de comprendre quels besoins cette croyance arrive à combler.
C'est pour le 1er avril, on a truqué une photo du lac quand au sommet du Mont-Saint-Hilaire, le lac Hertel, et on en a fait sortir un monstre préhistorique en disant que, oui, où ce qui se passe en avril, en tout cas, bref, ça a marché très bien, ça, on a entendu parler longtemps. OK, donc... Dans le fond, c'était votre poisson d'avril. Oui, c'est un poisson d'avril. OK. Exactement. Donc, ça a été repris parce qu'on raconte qu'il y aurait supposément un chemin qui mènerait jusqu'au lac Champlain, puis il y aurait un monstre qui se promènerait. Oui, ça, je pense que ça faisait partie du scénario, oui, effectivement.